Bonjour! Comme vous l'avez certainement remarqué, il y a eu pas mal d'initiatives visant à promouvoir les femmes sur YouTube. Et au-delà de la visibilité que ça nous a apporté, cela nous a permis de nous rassembler pour unir nos forces. Et nous avons décidé de lancer les mois thématiques. Un mois, un thème, une vidéo pour celles que le thème inspire et motive. Et le premier thème choisi, c'est rose. Et j'ai choisi de décliner ce thème en vous parlant de la rose et de son odeur, ce qui la compose et comment l'extraire de la fleur. Imaginez, vous êtes dans un jardin, dans la rue, ou peut-être même près de l'échoppe d'un fleuriste. Vous approchez des fleurs sans les regarder, et pourtant, vous les reconnaissez au seul parfum. Aucun doute, ce sont des roses. Vous le savez avec certitude. Et là, sans même vous en rendre compte, vous venez d'analyser un ensemble complexe de 500 molécules dans des proportions diverses, grâce à ce merveilleux outil qu'est votre nez. Mais que venez-vous de sentir exactement ? Dans l'odeur de la rose, on retrouve d'abord le géraniol, qui comme son nom l'indique se trouve aussi dans le géranium. Il a une odeur prononcée qui rappelle celle de la rose et dont elle constitue la base. Ensuite vient le citronellol, pur, ce dernier a une odeur florale et légèrement citronnée. On le retrouve d'ailleurs aussi dans la citronnelle. Le troisième composé présent en importante quantité est le nérol. Chimiquement, le nérol ressemble énormément au géraniol, mais lui a une odeur plus douce et plus légère. Enfin, on trouve dans le parfum de la rose du linalol, molécule à l'odeur de muguet présente dans la bergamote et la lavande. Avec ces 4 molécules, on a environ 75% de ce qui constitue l'odeur des roses. Mais il y a encore une multitude de composés présents en très faible quantité, comme l'alpha-pinène, le bêta-myrcène, le 6,3-hexénol, l'oxyde de rose 6, le citronellal, le bêta-cariophyllène, le géranial, le trans-bêta-damascénol, l'acétate de géranyle, la bêta-ionone, le méthylogénol ou encore le 2-phényléthanol. J'avais dit que c'était complexe. Vous voilà face aux fleurs, étourdi de votre perspicacité olfactive et de la précision d'orfèvre de la nature en matière d'odeur. Mais vous ne pouvez rester indéfiniment immobile à humer l'air, et vous repartez, regrettant de ne pouvoir emporter avec vous ce parfum qui s'en va déjà, n'en laissant qu'un souvenir sucré et floral. Vous pourriez emporter ces fleurs, bien sûr, mais elles finiraient par faner, emportant avec elles le parfum désiré. Comment donc capturer ce parfum ? Comment l'extraire de la fleur pour s'affranchir de la mortalité de la rose ? Plusieurs méthodes, plus ou moins accessibles, s'offrent à vous. Et pour en parler avec moi, j'ai temporairement embauché un assistant en la personne de Jean-Baptiste Grenouille. Il est adorable, vous verrez, même s'il manque un peu de modestie. Historiquement, la première méthode développée est celle de l'enfleurage. Elle date de l'Antiquité et s'appuie sur la grande affinité des molécules précédemment citées avec les corps gras. Pour extraire le parfum de la rose, on peut effectuer un enfleurage à chaud, qui consiste à faire infuser les fleurs dans de la graisse chauffée et liquide. Un peu comme un thé, mais dans du gras. On va ensuite filtrer le tout et laisser la graisse refroidir et solidifier pour obtenir un baume parfumé. Malheureusement, certaines fleurs sont trop fragiles et se détériorent si elles sont plongées dans une graisse chauffée. Pour ces dernières, on peut effectuer un enfleurage à froid. On étale une couche de gras, on pose des fleurs et on laisse le gras s'imprégner des molécules odorantes. Si l'on veut avoir un onguent très parfumé, on renouvelle les fleurs jusqu'à saturation de la graisse en parfum. Le léger problème de cette technique, c'est qu'on a certes nos molécules odorantes, mais aussi et surtout beaucoup de gras. Pour obtenir une absolue, c'est-à-dire un concentré de molécules odorantes, on peut traiter la graisse obtenue avec de l'éthanol. Là encore, par affinité, les molécules odorantes vont majoritairement quitter le corps gras pour passer dans l'alcool. Il faut alors se débarrasser des graisses, ce qui est fait par refroidissement du mélange pour avoir des graisses solides alors que la partie alcoolique sera elle toujours liquide et pourra donc être récupérée facilement. Il s'agit ensuite simplement de faire s'évaporer l'éthanol pour obtenir un absolu de rose. L'enfleurage, suivi ou non d'un traitement à l'éthanol, est une méthode coûteuse avec des rendements faibles. Pour pallier ce problème, la méthode la plus utilisée pour extraire l'huile essentielle de rose est l'hydrodistillation. C'est une méthode aussi ancienne que l'enfleurage, mais elle s'est développée en Europe uniquement à partir du Moyen-Âge. Vous prenez des pétales de rose, vous les mettez dans un alambic et vous faites chauffer le tout. Du fait de la chaleur, les cellules végétales vont éclater, libérant les molécules aromatiques qui vont être entraînées par la vapeur d'eau. Cette vapeur va passer dans un tube réfrigérant où elle va se condenser en petites gouttes avant d'atterrir dans un contenant dédié. On récupère ainsi de l'huile essentielle d'une part et de l'eau. Comme ces deux liquides n'ont pas la même densité, ils se séparent facilement. L'eau récupérée garde des molécules aromatiques et donc est parfumée. Elle est conservée, appelée eau de rose et utilisée comme lotion pour la peau ou comme arôme en cuisine. Passons maintenant à des techniques un peu plus modernes.
Eau, graisse, alcool, l'enjeu est encore et toujours de trouver le solvant qui permettra d'extraire au mieux les molécules aromatiques pour être ensuite enlevées, laissant uniquement le parfum à l'état pur. Et un très bon solvant d'extraction, c'est le CO2 supercritique qui est utilisé depuis les années 1970 dans l'industrie. J'ai conscience que CO2 et supercritique, ça fait 2 bonnes raisons d'avoir peur, mais c'est une méthode propre et sans danger. Le CO2, je pense que vous voyez à peu près ce que c'est. Supercritique, ça désigne un état, comme solide, liquide ou gazeux. Cet état se situe entre liquide et gazeux en termes de comportement. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le CO2 supercritique sera un bien meilleur solvant que sa version liquide ou sa version gazeuse. Au contact de ce solvant, les molécules aromatiques vont quitter les pétales pour rejoindre le CO2 supercritique. En revenant à des conditions ambiantes, le CO2 devient gazeux et l'huile essentielle de rose, liquide, s'en sépare. En prime, on peut récupérer le CO2 pour le réutiliser. Enfin, je vais vous parler de la méthode la plus poétique qui existe à mon sens pour récupérer une odeur, et qui est toute jeune puisqu'on l'utilise seulement depuis une trentaine d'années. Il s'agit de la technique de l'espace de tête ou headspace. L'espace de tête, c'est toute la partie gazeuse entourant un solide ou un liquide. L'espace de tête d'une bouteille d'eau fermée, c'est l'air présent dans la bouteille. Pour notre rose, le plus souvent, c'est tout l'air ambiant. Pas très pratique pour récupérer les molécules. Pour limiter l'espace dans lequel les molécules odorantes de la fleur se répandent, on la place dans une cloche de verre. On apporte sous la cloche un gaz neutre et on va récupérer à la sortie les molécules odorantes sur une résine qui va les retenir. Et comme on obtient uniquement les molécules aromatiques, on peut même les identifier en les séparant grâce à une méthode d'analyse appelée la chromatographie en phase gaz. Et le plus beau, c'est qu'il n'y a même pas besoin de détruire la fleur avec cette méthode. J'espère que cette vidéo qui sentait bon la rose vous aura plu. Vous pouvez évidemment l'aimer, la commenter, la partager et me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais surtout, s'il vous plaît, allez voir ce que mes consoeurs vidéastes ont fait avec ce thème. De mon côté, je vous laisse, j'ai des fleurs à arroser.